Le club a déjà recruté. Johan Garcia dans les buts, Marcus Rashford devant, et puis le jeune Suédois Rooney Bargi. C'est ça. Et côté départ, on a vu partir Alex Vallet, Pau Victor, Clément Langlais aussi, Ansu Fati. Des joueurs qui libèrent de la masse salariale, ce qui est vital. Donc l'effectif est presque bouclé, on pourrait dire, mais Flick voudrait encore quelqu'un derrière, c'est ça? Oui, suite au départ d'Inigo Martinez. Oui, il semble qu'il manque une pièce en défense centrale. Et la recherche est assez spécifique, ça en dit long sur la situation actuelle. Ah oui, c'est-à-dire. Le club cible un profil bien précis, un défenseur jeune, moins de 23 ans, avec un gros potentiel. Apparemment, des joueurs plus expérimentés, même en prêt, ont été proposés. Et refusé. Écartés, oui. Le club semble vraiment vouloir miser sur un jeune talent. Pour le coup, bien sûr, c'est moins cher à l'achat et en salaire. Logique. Plus facile à inscrire aussi, j'imagine. Exactement. C'est crucial. Un salaire moins élevé, ça aide énormément pour respecter le plafond salarial de la Liga. Mais ce n'est pas que financier. Ah, quoi d'autre alors? C'est aussi une vision à plus long terme, un pari sur l'avenir. Un joueur qui pourrait, faire la navette entre l'équipe réserve et l'équipe première. D'accord. Ça offre de la flexibilité. Voilà. Une flexibilité pour le développement du joueur et pour le coach aussi. C'est une approche différente de, disons, chercher une solution immédiate et confirmée. Et on en revient toujours au même point, l'inscription. C'est vraiment le nerf de la guerre pour le Barça cet été. Clairement, c'est le vrai casse-tête. Il faut inscrire Garcia, Chesney qui arrive, pour Ter Stegen, Rashford. Qui est prioritaire là-dedans là? Est-ce qu'il y a un ordre La priorité absolue, ça semble être Joan Garcia. Logique, il pourrait devoir jouer dès le début de saison. Ensuite, Chesney. Là, c'est facilité par la règle qui permet de remplacer un blessé longue durée. D'accord. Et puis Rashford. Pour lui, le club semble confiant, les fonds nécessaires auraient été trouvés ou seraient sur le point de l'être. Donc pour ces trois-là, ça devrait passer. Mais il y a les autres. Gérard Martin, le jeune Marc Bernal qui a fait une bonne pré-saison, et puis Bardghiji. Ah, pour eux, c'est plus flou. Ça dépendra vraiment de la marge de manœuvre que le club arrivera à créer d'ici la fin du mercato. Donc il faut vendre ou trouver d'autres leviers financiers. Exactement. Chaque million compte. Pour Bargi, par exemple, l'idée initiale, c'était qu'il joue avec le Barça Athlétique jusqu'en janvier. Son inscription en équipe première n'est pas encore acquise. D'accord. C'est pareil pour Martin et Bernal, j'imagine, hein? Oui, tout est lié au calcul très complexe du fair play financier. Chaque mouvement, entrée ou sortie, impacte cette capacité à enregistrer les joueurs. C'est vraiment au jour le jour, quoi. Ce qui veut dire que la décision pour ce fameux jeune défenseur, elle pourrait attendre un peu, hein? Peut-être même après le début du championnat. C'est tout à fait possible. Le club pourrait vouloir voir comment l'équipe démarre, évaluer les besoins réels après quelques matchs, et surtout attendre de voir si l'espace financier se libère. Se donner le maximum de temps, en somme. Voilà, pour faire le choix le plus judicieux, sportivement et surtout économiquement, il faut non seulement trouver le bon joueur, mais être sûr de pouvoir l'aligner. On va se pencher sur les situations de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain et puis Alexander Isak à Newcastle. Deux gros joueurs, deux histoires un peu différentes, mais bon, une tension qu'on sent bien monter d'après ce qu'on lit, ce qu'on entend. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce que ça nous dit sur le foot aujourd'hui, le pouvoir des joueurs, les stratégies des clubs, l'argent aussi, forcément. Allez, on y va. On commence avec Donnarumma. Là, le message du PSG, il semble assez direct, non? Le fait qu'il soit pas convoqué pour la Supercoupe d'Europe. Ah oui, ça c'est un signe. Ça ressemble quand même beaucoup à une invitation à aller voir ailleurs. Pour lui, son entourage, ça doit être rude. C'est un signal très fort, oui, de la part du club. Très clair. On sent qu'ils veulent peut-être passer à autre chose. Donc forcément, le clan de Donnarumma, il cherche, il explore des pistes. Mais attention, hein. Pas n'importe comment, j'imagine. Voilà, il faut que le projet sportif tienne la route et que financièrement, ça colle à son statut, quoi. C'est pas un petit gardien. Et alors concrètement, ces pistes, c'est quoi? Parce que ça parle, mais... Alors, on a entendu parler de Chelsea, mais bon, le journaliste Fabrizio Romano, qui est souvent bien informé, il dit qu'ils sont contents avec leur gardien actuel. Donc, a priori, Piste froide. voilà. Manchester United aussi, ça a été mentionné, mais là, c'est The Athletic qui nuance pas mal. Ça dépendrait d'un départ d'André Onana. Ah oui. Le problème, c'est qu'Onana, lui, il a dit qu'il voulait rester. Donc, pour Donnarumma, les options de très haut niveau, elles semblent un peu limitées pour le moment. C'est compliqué, quoi. Compliqué aussi, mais dans l'autre sens, pour Newcastle avec Alexander Isak. Là, c'est le joueur qui met la pression pour partir et le club qui résiste. Oui, tout à fait. Et Isaac, il aurait même pris une position assez radicale, on peut dire.
Certaines sources indiquent qu'il aurait dit stop. Il ne rejouerait plus pour Newcastle, même si on ne le vend pas d'ici la fin du mercato. Ah ouais, quand même. C'est une manière forte de forcer les choses. C'est une stratégie de rupture, clairement, pour essayer de faire plier les dirigeants, quoi. Mais qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi il veut partir à ce point? Alors, le contexte est intéressant. Isaac, faut rappeler, 25 ans, 62 buts en 109 matchs. C'est pas rien. Non, c'est solide. Il aurait décidé ça, en fait, il y a déjà un an, que la saison 2024-2025 serait sa dernière là-bas. La raison, apparemment, le club aurait refusé de lui offrir une prolongation. Ah bon? Et pourquoi? Pour des raisons de fair play financier, ces fameuses règles qui limitent un peu les dépenses des clubs. Il en aurait parlé à son coach, Eddie Howe. Qui, lui, reste ferme. Exactement. Howe ne veut pas céder. D'ailleurs, il a dit récemment qu'il sentait que quelque chose ne va pas dans l'intérêt du groupe. Tu vois, une petite phrase. Oui, qui en dit long. Et pourtant, Isaac, il lui reste 3 ans de contrat. C'est pas rien. 3 ans, oui. C'est un engagement sur la durée. D'ailleurs, il va pas jouer le premier match contre Aston Villa, apparemment. Et on sait que Liverpool a tenté. Ils ont mis sur la table 138 millions d'euros avec les bonus. Une sub énorme. Énorme, mais refusé par Newcastle. Au tien bon. Ah oui. Et toujours selon The Athletic, Newcastle ne commencerait même pas à discuter en dessous de 170 millions d'euros. Minimum. 170 millions. C'est stratosphérique. Ça le mettrait dans la cour des très très grands transferts. Complètement. Alors la question c'est, est-ce que Liverpool ou un autre club est vraiment prêt à aligner une telle somme pour Isaac? Il est très bon, mais il n'a pas encore le statut mondial d'un Mbappé, d'un Haaland, tu vois. Ça illustre parfaitement cette tension entre ce que veut un joueur, même un très bon joueur, et la valeur que lui donne son club, surtout avec un contrat en cours. Tout à fait. Et Isaac, il prend un risque, faut le dire. Mettre cette pression, menacer de plus jouer, alors qu'il est sous contrat, qu'il y a les qualifs pour la Coupe du Monde avec la Suède qui arrive. C'est un pari osé. C'est un pari très osé, oui. Ça montre jusqu'où certains sont prêts à aller pour avoir ce qu'ils veulent, quitte à mettre un peu leur carrière en pause ou en danger à court terme. Et Newcastle, de son côté, ils défendent leurs joueurs, leurs actifs, et peut-être aussi une forme d'autorité, quoi. On va regarder de plus près une information qui circule, tirée d'une brève sur le Ballon d'Or. La source, c'est une observation en fait du vote des internautes sur le site de l'équipe. Notre mission, si on peut dire, examiner cette donnée précise et voir un peu ce que ça révèle de la perception populaire dans le monde du foot en ce moment. Ok, alors on décortique ça. Le fait principal, donc, rapporté par la source, c'est qu'Achraf Hakimi est actuellement en tête du vote des internautes pour le Ballon d'Or, là, sur le site de l'équipe. Le terme leader était même mis en avant. En majuscule. C'est assez notable, non? Oui, c'est intéressant comme indicateur. Mais attention, il faut tout de suite préciser quelque chose d'important. On parle bien ici du vote des internautes, spécifiquement celui hébergé par l'équipe. C'est une consultation en ligne, quoi. Une sorte de sondage populaire sur le web. Et ça, c'est très différent du processus de vote officiel pour le Ballon d'Or. Le vrai vote, lui, il implique des journalistes spécialisés avec des critères bien précis. Ah oui, d'accord, donc le vote qui compte vraiment pour le trophée, c'est autre chose. Mais alors cette popularité d'Hakimi dans ce sondage spécifique de l'équipe, qu'est-ce que ça nous dit? C'est juste du buzz ou ça reflète quand même quelque chose? C'est plus que du simple bruit, je pense. Mais il faut l'interpréter avec prudence. Ça montre clairement une forte reconnaissance, ou en tout cas une visibilité, pour Hakimi auprès du public qui participe à ce sondage précis. Oui, ça montre un engouement certain, c'est vrai. Exactement. Et plusieurs choses peuvent expliquer ça. Ses performances récentes, bien sûr, sa médiatisation comme joueur du PSG, peut-être aussi une base de fans très active en ligne, ça joue beaucoup aujourd'hui, ou même un soutien géographique. Très marqué, ça arrive souvent dans ces votes ouverts sur Internet. Je vois, je vois. Donc c'est un peu comme une photo instantanée de la ferveur des supporters sur cette plateforme à ce moment donné, et potentiellement amplifiée par les plus motivés, ceux qui cliquent le plus. C'est exactement ça. C'est une mesure de buzz, si on veut, ou de soutien populaire sur un grand média sportif français. Ce n'est pas rien. Par contre, si on regarde l'historique, ce genre de consultation populaire, ça n'anticipe pas vraiment le résultat final du vrai Ballon d'Or. La valeur prédictive est assez limitée. D'accord. Les critères officiels, eux, performance individuelle, collective, la classe du joueur, sa carrière aussi, et puis le vote des journalistes du monde entier. Tout ça, ça crée une dynamique d'évaluation complètement différente.
C'est fascinant de voir cette différence entre le ressenti populaire, très immédiat, et puis l'analyse des experts sur la durée. Pour une même récompense, les points de vue peuvent vraiment diverger. Tout à fait. Ce sondage sur l'équipe, il capte une forme de reconnaissance peut-être plus émotionnelle. Ou très lié à l'actualité chaude, au dernier match. Le Ballon d'Or, lui, il vise autre chose. C'est une consécration, basée sur une analyse plus globale, plus codifiée de la saison, parfois même de la carrière. Il n'est pas rare du tout, d'ailleurs, que le chouchou des fans ne soit pas celui du jury officiel. Oui, ça remet bien les choses en perspective. Ce n'est pas parce qu'un joueur est populaire en ligne qu'il remplit forcément toutes les cases pour les votants officiels. Précisément, l'évaluation de la performance sportive n'est pas la même, selon qu'on est supporter ou journaliste appliquant une grille de critères. C'est normal. Bon alors, pour résumer un peu, l'information clé ici, c'est cette position de leader d'Achraf Hakimi, mais dans un vote populaire très spécifique sur la plateforme de l'équipe. Ça témoigne d'un soutien notable des participants à ce sondage-là, à cet instant T. D'accord. Mais ça reste bien un indicateur de popularité numérique, à distinguer très clairement du processus et des enjeux du véritable Ballon d'Or. Voilà, c'est ça. C'est une photo intéressante, on peut dire. Une photo de l'opinion d'une partie du public internaute. Mais bon, pas un pronostic fiable pour le trophée suprême. Alors pour finir, ça nous laisse avec une question intéressante, je trouve. À une époque où la voix des fans, elle résonne si fort, notamment sur les réseaux, sur le net, quelle influence ou même quelle signification on devrait accorder à cette ferveur populaire, celle qu'on voit dans ces votes en ligne, par rapport aux critères établis, au jugement des experts qui décernent ces récompenses prestigieuses? Où est-ce qu'on place le curseur? C'est une piste de réflexion, voilà.